Salut et bienvenue dans mon carnet de bord. Moi, Sébastien, et lui, c'est Marco. Et ensemble, on est parti pour réaliser un projet un peu fou, celui d'explorer l'Asie par les routes de la soie. Et après avoir fait plus de 12 000 km pendant près de 8 mois, en traversant l'Europe, puis en faisant mes premiers tours de roue en Asie, en explorant la Turquie. Je viens d'arriver en Géorgie, la perle du Caucase. Mais avant de te raconter cette aventure, il faut que je te donne quelques informations sur ce pays si particulier. La Géorgie, c'est ce petit pays du Caucase qui se trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne, ce qui en fait un point de passage important des routes de la soie entre l'Asie et l'Europe. Elle possède des frontières avec la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. La Géorgie est un pays montagneux, à cheval sur les chaînes du Grand Caucase et du Petit Caucase, avec des sommets dépassant régulièrement les 5000 mètres. Mais c'est aussi un pays côtier, avec son embouchure sur la mer Noire. Avec une superficie de 69 700 km², c'est presque 10 fois moins que la France. Elle abrite environ 4 millions d'habitants, qui sont majoritairement des chrétiens orthodoxes. Ici, on y parle le géorgien, qui s'écrit avec un alphabet que tu ne verras nulle part ailleurs. Étant un ancien pays de l'ex-URSS, la Géorgie est un pays relativement jeune, indépendant depuis 1991, et après la guerre russo-géorgienne en 2018. Près de 20% de son territoire est toujours occupé par des régions indépendantistes divisées en deux zones, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En tant que Français, nous avons le droit à un an sur le territoire sans visa. Alors il est temps de pousser ensemble cette porte de la Géorgie. Je suis en Géorgie, je viens d'arriver et de passer la douane. Et c'était quelque chose cette douane. C'est la plus longue que j'ai jamais faite. J'ai passé 5 heures, presque 6 heures dans la douane. Et j'ai eu pas mal de soucis parce que j'arrivais pas à quitter le territoire turc. Et ils voulaient pas que je sorte. Après une simple faute de frappe sur ma plaque d'immatriculation, je serais obligé de recommencer deux fois à la douane et de payer une amende qui, in fine, n'était pas la mienne. Bref, je suis trop content d'arriver en Géorgie et je découvre ces fameuses routes géorgiennes. Ouah, les routes ici, c'est un délire. C'est un délire. Elles sont ravagées. J'ai essayé de couper par un autre village. Il y a un mec qui m'a arrêté. Il m'a dit non mais frérot, là où tu veux aller, passe pas par là. La route, elle est bloquée. C'est l'enfer. Bref, il m'a donné un autre itinéraire et je mets 1 heure pour faire 20 kilomètres. Même si par la suite la route ne s'améliore pas des masses, les paysages tant qu'à eux deviennent magiques. Et je découvre des vallées et des montagnes verdoyantes où le printemps s'est déjà bien enraciné. Et sur ma route, je rencontrais Jocelyn, un voyageur en vélo qui, en l'occurrence, aujourd'hui est en Ça panne. doit être ça. Alors, ni une ni deux, il monte dans le camion et je décide de l'emmener jusqu'à la prochaine gare pour lui permettre de rejoindre Tbilissi, la capitale. Arrivé là-bas, on en profite pour visiter un peu, manger un bout. Puis il est temps pour lui de prendre son train. Mais bon, j'avoue qu'on a un peu de mal à déchiffrer les panneaux des horaires, mais il finira bien par arriver à bon port. En continuant ma route, j'arriverai dans l'un de ces monastères qui façonnent les paysages et la culture géorgienne. Celui de Motsameta, un monastère datant du 8e siècle, toujours en activité aujourd'hui. Et c'est en foulant ces vieilles pierres que je découvre un lieu où la sérénité règne en plein cœur de la nature géorgienne, ce qui me permet de commencer un peu à m'immerger dans cette culture. Ici, j'assisterai même à une cérémonie religieuse orthodoxe, avant d'en profiter pour me lancer dans une petite randonnée, avec des sentiers parfois un peu douteux. Puis la route me guidera dans la ville de Kutaisi. C'est la deuxième plus grande ville du pays, qui est réputée entre autres pour son marché couvert. Ici, je découvre un dédale de rues, aux couleurs et aux odeurs diverses et variées, idéal pour commencer à découvrir la gastronomie de ce pays. Il est temps de goûter un peu la bouffe géorgienne. C'est une tuerie. Je sais pas ce que c'est. C'était pas cher, il y avait un mec qui vendait ça dans la rue, j'ai pris. Bah, c'est super bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et en dessert, un petit saucisson de noix. C'est de, c'est du raisin qui est autour. Et à l'intérieur, il y a de la noix. C'est une tuerie, c'est vraiment genre la gourmandise d'ici. En continuant à déambuler dans ces innombrables rues, je finirai par arriver à l'église Saint-Georges, la plus grande de la ville. Datant de 1890, elle est positionnée dans les hauteurs et fait office de vrai symbole pour les habitants du coin. Et elle est remarquable notamment par son immense dôme.
À seulement quelques kilomètres de Koutaïssi, on y trouve des dizaines de sanatoriums abandonnés, des anciennes stations thermales soviétiques figées dans le temps. À leur apogée, des dizaines de milliers de visiteurs venaient ici chaque année pour profiter des eaux minérales réputées pour leurs vertus thérapeutiques. La ville était alors l'une des destinations de santé les plus prestigieuses de toute l'Union soviétique, fréquentée par Staline lui-même. Après l'effondrement de l'URSS, les sanatoriums ont été progressivement abandonnés, laissant derrière eux d'immenses palais, dédiés au repos et au bien-être. Aujourd'hui, ces bâtiments, envahis par la végétation, offrent une atmosphère fascinante, à mi-chemin entre la grandeur du passé et des ruines silencieuses. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont toujours habités par des réfugiés abkhaziens ayant fui les conflits de 2008. En entrant dans ces anciens sanatoriums soviétiques, on a l'impression de pénétrer dans un monde oublié. Escaliers monumentaux, des colonnes majestueuses ou des salles de réception abandonnées. Tout rappelle l'époque où cette destination était une vitrine du rêve soviétique. Après les vestiges du passé soviétique, je m'en vais pour retrouver Léo, un copain autostoppeur que j'ai rencontré en Turquie et avec qui je passerai les 2 prochaines semaines. Et après une soirée de retrouvailles au coin du feu, nous arriverons au canyon de Okatse, l'un des sites naturels impressionnants de l'ouest de la Géorgie. Creusé par la rivière Okatse pendant des milliers d'années, ce canyon traverse une épaisse forêt subtropicale au cœur de la région d'Imeresi. Ces falaises abruptes peuvent atteindre jusqu'à une centaine de mètres de profondeur par endroit, ce qui offre des panoramas spectaculaires sur une nature encore largement préservée. Et c'est sur cette étroite passerelle de métal que nous découvrons ce lieu remarquable. Ce lieu est également reconnu pour ses cascades majestueuses pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres et offrant un spectacle sublime. En reprenant la route, nous arrivons dans un endroit tout droit sorti d'un film de fantasy. Des dizaines d'épées géantes semblent sortir du sol comme si le champ de bataille était figé dans le temps. Perché sur les hauteurs, à l'ouest de Tbilissi, le mémorial de Digdori rend hommage à l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de la Géorgie. C'est ici qu'en 1121, le roi David IV remportant une victoire décisive contre l'armée des Seljoukides, pourtant largement supérieure en nombre. Cette bataille est encore aujourd'hui considérée par les Géorgiens comme une victoire miraculeuse et marque le début de l'âge d'or du royaume de Géorgie. Puis nous nous dirigeons en direction de Tbilissi, la capitale. Et c'est aux abords de cette ville que nous retrouvons des visages familiers, ceux de Mathilde et Arnaud, 2 voyageurs que j'ai rencontrés en Turquie. On est pas beau là. C'est encore Surtout derrière, on a le petit Arnaud, je sais pas si tu veux bien te montrer. Le criminel. Le criminel quoi. On traverse L'animal. À Tbilissi. Et c'est donc à 4 que nous faisons notre entrée dans cette capitale de Tbilissi, en arrivant au pied des Chronicles, l'un des emblèmes de la ville. Construit à partir de 1985 et faisant plus de 30 mètres de haut, les colonnes géantes en bronze donnent presque l'impression d'avoir découvert une cité perdue. Les panneaux qui recouvrent ces colonnes racontent 2 histoires à la fois. Dans leur partie supérieure, ils retracent les grands événements et les figures marquantes de l'histoire géorgienne. Plus bas, ils représentent des scènes de la vie du Christ et du christianisme, une religion profondément ancrée dans l'identité du pays depuis plus de 16 siècles. Puis nous nous dirigeons vers le lac de Tbilissi, là où un voyageur nous attend. Diego, qui voyage avec son fidèle Toyota, Barnabé, pour un bivouac qui marque nos retrouvailles entre voyageurs. Dès le lendemain, nous partons en direction du centre de Tbilissi. Car si j'ai retrouvé Mathilde et Arnaud ici, c'est parce que nous avons une mission un peu particulière. On va faire notre demande pour le visa russe. La première étape, le premier rendez-vous. Et on s'embourgeoise parce qu'on s'est même pris un logement. Et nous sommes actuellement dans un Bolt, enfin ouais, un taxi quoi. Taxi. Ouais, parce que le Marco dans Tbilissi, ça va, mais c'est pas le pied quoi. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Du coup, premier rendez-vous. Échec total. Échec. Mais très chouette. Très gentil, hein, mais bref. Normalement, le process, c'est premier rendez-vous, elle nous donne les infos. Ensuite, on va faire traduire les documents, permis, carte grise. Et elle nous donne le rendez-vous à ce premier rendez-vous-là. C'est bon, il faut se traduire.
Voilà. Et là, ouais, comme il y a pas mal de monde à la période où on est, forcément, du coup, il faut qu'on revienne avec les traductions. Et à ce moment-là, elle nous donnera le deuxième rendez-vous. Le problème, c'est qu'on est vendredi, et que du coup, on va essayer de trouver rapidement un traducteur qui nous donne une date et de revenir voir si elle peut nous donner un rendez-vous aujourd'hui pour la semaine prochaine. Sinon, il faudra attendre lundi, mardi en fonction des traductions pour revenir faire le premier rendez-vous, pour qu'elle nous donne le deuxième rendez-vous. En gros, ça retarde bien Voilà. nos plans. Quoi. Bon, je viens de sortir chez le traducteur. J'ai enfin mes papiers en russe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis claqué. C'était une très longue journée logistique. Pas très successive. Non. Wow, je suis vraiment fatigué, j'arrive plus à parler. Bref, on a notre rendez-vous pour le visa. On a les papiers traduits. C'est une très bonne chose de fait. Là, je vais rentrer à l'appartement, rejoindre les copains, parce qu'on est en appartement. Prendre une bonne douche chaude. Ça, j'avoue, ça m'avait bien manqué. Et après, on va ressortir, boire un coup en ville avec d'autres copains, d'autres voyageurs qu'on a croisés. Donc ça va être chouette. Dès le lendemain matin, on en profitera d'être réunis pour faire notre demande de visa russe en ligne. Cette demande, elle sera nécessaire pour notre deuxième rendez-vous. Une fois fait, je vais repartir avec Léo pour une mission tout aussi importante pour préparer ce transit russe. On est parti de l'appart ce matin pour trouver des garages pour faire un gros contrôle de Marco en traversée la Russie. Là, on fait le premier garage, sachant qu'on a fait beaucoup de magasins avant pour trouver les huiles. Et c'est toujours pas trouvé. Bref. Et là, on a fait un Mercedes qui était prometteur, qu'on m'a recommandé, que des abonnés m'ont recommandé et que apparemment il dépannait pas mal de véhicules. Mais il a pas voulu prendre des Iveco. Voilà, c'est les parias. Tu racisme, non? C'est ça, hein. Ouais, bon, c'est des pro Mercedes. Bref, maintenant on va aller voir Tegeta Motor. J'ai l'impression que c'est l'empire de la mécanique en Géorgie. Malheureusement, aucun garage n'acceptera de faire les contrôles et les réparations de Marco. Alors, nous repartons bredouille dans les hauteurs de la ville pour installer notre camp pour la nuit. Et cette journée commencera au bruit des cloches, car un troupeau de vaches a décidé de nous rendre visite. Alors Léo, t'en penses quoi des nouvelles voisines? Ah, c'est sympa, petite session lecture le matin là. Ah. Ouais. Le lendemain, après plusieurs tentatives, j'arriverai enfin à trouver un garage qui acceptera de voir Marco. Bilan des courses, on a dû changer 2 rotules de direction, une rotule de suspension et les cils en bloc de ma barre stabilisatrice. Puis on s'est attaqué au moteur, pour contrôler ma chaîne de distribution et réparer quelques fuites des carters. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en Albanie, j'avais trouvé une vis dans mon carter bas moteur. Et donc là, l'idée c'était de l'ouvrir et de voir d'où elle venait cette vis. Je pensais que ça venait de la crépine, une là, ou une des 3 là. Mais elles sont toutes en place. Donc on comprend pas. Le mécano a regardé, il m'a dit tout va bien. Moi quand je regarde, tout va bien. Donc au moins, c'est checké, c'est contrôlé et on sait que tout va bien. Il ne restera plus qu'à trouver un autre garage pour faire l'alignement des roues. Et après 4 jours et 11 visites de garage, Marco est enfin prêt à repartir. Mais avant, il nous reste une dernière chose à faire à Tbilissi. Bon, et du coup, là, on vient d'arriver au Visa Center pour le premier rendez-vous, enfin le deuxième rendez-vous, mais le rendez-vous officiel pour lancer les démarches. C'est là où on va faire tous les papiers, laisser les passeports, etc. Et on a retrouvé les loulous, juste là. C'est pas loulou? Une fois toutes les démarches bouclées, nous repartons dans les hauteurs de Tbilissi pour célébrer avec Léo ces derniers jours Allez, intenses. C'est réparation. Karuma Juice. Mais aussi pour préparer notre prochaine aventure, qui s'annonce exaltante. Car si Léo m'a accompagné dans toutes ces galères, c'est aussi parce que je lui ai promis une chose, celle de l'emmener dans l'un des endroits les plus reculés de la Géorgie. Et on est arrivé à la ville de... Pourquoi je m'inflige ça? Dedosklipa. Non, on va couper au montage. Bon, ce matin, on a roulé toute la matinée pour arriver dans le sud-est du pays. Parce qu'on veut faire la traversée du parc de Vachlovani. Et du coup, en fait, pour rentrer dans ce parc, on est obligé d'aller à la plus grande ville à l'entrée, à la dernière ville. Faire, du coup, une autorisation et payer des droits de passage auprès de la région. Et après, faire tamponner tout ça par les militaires, parce qu'on est à la frontière de l'Azerbaïdjan. Et normalement, il y a même des endroits où on va être à quelques mètres. Juste la rivière très proche. Ouais. de l'Azerbaïdjan, avec ses frontières fermées. Donc voilà, il faut des autorisations. On nous a demandé si on avait des armes, si on était fiché par Interpol. On est passé pour l'instant. Donc là, on a tous les papiers. On vient de faire le dernier plein de gasoil.
Et il n'y a plus qu'à aller. Et Let's go. on peut rentrer à partir de demain. Donc là, on va aller se trouver un petit spot de bivouac. Il y a une base militaire abandonnée. On va aller faire ça. Et demain, C'est parti. Désormais étant une relique de l'époque soviétique en Géorgie, l'aérodrome militaire de Chiraki a été construit dans les années 1950. Cette base occupait une position stratégique aux portes du Caucase. Pendant la guerre froide, des avions de combat y étaient stationnés, prêts à intervenir sur le flanc sud de l'Union soviétique. Pilote Léo en place. Attendez-moi, capitaine. Ok. Terre en vue. À son apogée, le site formait une véritable ville militaire. Mais après l'effondrement de l'URSS en 1991, les avions furent progressivement rapatriés vers la Russie. Et l'armée géorgienne n'utilisera jamais vraiment ce site et la laissera à l'abandon. Et j'avoue que dormir ici, ça fait partie de mes spots de bivouac les plus insolites que j'ai fait jusqu'à présent dans cette aventure. Dès le lendemain, nous reprenons la route vers ce fameux parc. Ça y est, nous arrivons au début du parc. On a le panneau fin de village et ça y est, c'est fini le bitume juste là. Allez hop. Normalement, on va plus revoir le bitume en pas mal de jours là. T'es excité? Ah ouais, de fou là. Oh putain, regarde cette piste là-bas là. Incroyable. C'est parti. Ah, c'est le pied. On a déjà roulé, je sais pas, je pense une dizaine de bornes dans le parc. C'est incroyable, on roule sur des pistes. Là, sur les crêtes, on a suivi toute la crête là-bas. C'est une dinguerie. Et là, on arrive à un petit point de vue plutôt chouette. Parce que ça montre un peu, on va dire, les spécificités géographiques de là où on est. C'est que juste en bas, en face, on a une petite rivière là, en bas des montagnes. C'est l'Azerbaïdjan. Et derrière, là, on a des grosses montagnes enneigées. Et ben c'est la frontière entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Et ça c'est fou. Petit changement de chaussures. Pourquoi on change les chaussures? Et bah faut faire attention aux serpents. Ouais. Non mais là 10 minutes dans le parc. Ouais. Et t'as failli marcher sur un serpent. Ouais. Alors que c'était pas un dangereux. Il y a une vipère dans le coin qui apparemment c'est la période où elle sort à mort. Et bah elle est mortelle. Et il n'y a pas d'antivenin dans le pays, en Géorgie. Donc voilà. Et donc voilà. Il y a un Géorgien qui nous a dit au mieux si vous avez de la chance, vous vous faites juste amputer. Pendant la suite de la route, nous changerons plusieurs fois d'écosystème et de paysage. Tantôt traversant des forêts, en roulant dans des lits de rivières asséchés, qui finissent par déboucher sur des vallées magnifiques. Et c'est ici que nous arrivons pour la première fois au bord de l'Azerbaïdjan, cette rivière marquant la frontière entre les deux pays. Jusqu'à présent, les pistes étaient en bon état, mais en prenant un itinéraire secondaire, les pistes vont radicalement changer, en devenant un petit peu plus techniques, parfois avec des montées escarpées, et parfois avec de sacrés bourbiers à traverser. L'occasion pour moi de tester encore un peu plus les capacités de Marco, mais in fine les paysages le long de ces pistes restent incroyables. On vient d'arriver au camp où on va pouvoir passer la nuit, parce qu'il faut savoir que du coup dans le parc, on n'a pas le droit de dormir n'importe où. Ce qui est dommage, parce qu'il y a des spots incroyables, mais ce qui est cool, parce que du coup ça préserve quand même pas mal le parc. Et là on vient d'arriver, on devait camper au campsite précédent. Malheureusement, on l'a pas trouvé tout simplement. Soit on est passé à côté, soit c'était le poste frontalier. Et du coup, on est un peu au principal campement, je pense. Et du coup, c'est con d'avoir passé toute la journée perdu au milieu de nulle part dans des pistes, seul au monde, et du coup de devoir camper. Là, vous voyez, genre, il y a des installations, il y a des tables. Là-bas, il y a du monde. Là-bas, juste là, il y a la rivière avec l'Azerbaïdjan. Et du coup, on doit être, je sais pas, peut-être presque une dizaine de véhicules et on a croisé d'autres personnes qui vont arriver. Donc c'est quand même assez marrant de se retrouver tous au même endroit pour camper. Bon, je pense que ça va faire une petite soirée sympa. Et voilà. T'as entendu les chacals? Pendant la nuit? Non. Non, sérieux? Ah ouais. Oh mec, ils étaient Moi quand je dors, je je dors. pense 1 ou 2 mètres du camion. Ah Genre, ouais? vraiment sans déconner. Qu'est-ce que t'as fait?
J'arrive plus à bouger mes jambes. Après, c'est pas grave, tu restes là la journée. Bon. Vachlovanie, jour 2. Quelle motivation! Nous reprendrons des pistes en remontant des rivières asséchées, pour traverser la partie du parc où se trouvent toutes ces dentelles de pierre. Puis nous retournerons à la frontière de l'Azerbaïdjan, mais cette fois-ci dans une plaine immense, où se côtoient des moutons et des chevaux. Et c'est ici que nous aurons la chance de faire une rencontre privilégiée avec l'un de ses habitants phares de cette partie du parc, car cette plaine est réputée pour abriter des gazelles. Le problème, c'est qu'elles sont du côté azerbaïdjanais, alors nous ne pouvons pas plus nous rapprocher que ça. Et quelque part, c'est tant mieux, car nous ne voulons pas les déranger. Et nous aurons le droit à un balai gracieux d'un groupe de vautours, là encore du côté azerbaïdjan. Après ce moment privilégié, il est temps de trouver un endroit où nous établirons le camp pour la nuit. Le lendemain, nous décidons de nous enfoncer toujours un peu plus dans le parc. Mais cette fois-ci, nous continuerons une bonne partie à pied, ce qui nous permettra de faire plusieurs rencontres avec des habitants du coin qui sont plutôt chouettes. Puis il est temps de se diriger vers la sortie du parc, où nous traverserons pendant plusieurs kilomètres des champs plats à perte de vue. Bon, après 3 jours de piste dans le parc de Vachlovanie et une centaine de kilomètres, nous revoyons la route, le goudron. Ça va faire assez bizarre. Aux confins du sud-est de la Géorgie, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Azerbaïdjan, se trouve l'un des sites religieux les plus fascinants du pays, le monastère de David Garej. Fondé au VIe siècle par l'un des 13 moines syriens venus diffuser le christianisme en Géorgie, ce complexe monastérique s'est développé au cœur d'un paysage aussi austère que spectaculaire. Le contraste est saisissant. D'un côté, des collines arides aux couleurs ocre qui rappellent presque l'Asie centrale. De l'autre, un patrimoine religieux, vieux de plus de 1000 ans, suspendu entre ciel et roche, où les moines et ermites ont vécu ici pendant des siècles, dans des grottes aménagées à même la pierre, cherchant l'isolement et le recueillement. Ici, le silence est presque total, et le temps semble s'écouler différemment. Difficile d'imaginer un cadre plus spectaculaire pour un lieu de prière. Ce soir-là, nous nous établirons non loin dans les vallées environnantes. L'occasion pour nous de profiter de la grandeur de ces paysages et de la douceur du printemps. Mais c'est aussi l'occasion de faire un petit peu de sport. Tu nous présentes les règles du sport? Bah alors déjà, c'est du racquetton, Il nous faut une claquette. donc du matériel homologué évidemment. Ouais. Une claquette, quelles sont les caractéristiques qui claque hein, finalement. Claque, qui claque. Voilà. Faut au moins qu'elles aient 10 ans d'âge. Et Voilà. un Faut volant une qui est, claquette. qui est au moins aussi vieux. Faut, dans l'idéal, pas qu'il vole trop bien. Besogne. Voilà. Rouler dans la merde. Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. Et après 2 semaines d'aventure, je vais déposer Léo dans une ville, où il reprendra son aventure en levant le pouce, au gré des rencontres. De mon côté, je prendrai la route de la capitale, car le transit russe approche à grands pas. L'occasion pour moi de faire mes derniers préparatifs mécaniques. Heureusement, là encore, je peux compter sur les voisines pour me tenir compagnie. Le lendemain, je retrouverai Mathilde, Arnaud et Léo au Visa Center, car c'est aujourd'hui où nous devons récupérer notre visa et prendre la route de la frontière. Et là encore, ça ne va pas se passer comme prévu. On est arrivé au Visa Center très confiant. Et là, la dame, elle nous dit « Ah non, mais vos passeports sont pas du tout prêts. » Donc là, on passe dans 2 jours et c'est pas prêt. La frontière, elle est à 5h30 de route. J'espère que ce sera prêt demain. Et si on les a pas à temps, ben juste on pourra pas passer. Donc à voir, on verra ce qui se passe. Oh, on s'attendait tellement pas à ça. Dans notre tête, c'était prêt depuis plusieurs jours. En fait, non, pas du tout.
Alors le soir, nous nous installons non loin, sous un ciel orageux. Mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser abattre. Du coup, pour se réfugier de la pluie, Des burgers. ça fait. J'ai jamais réussi à le mettre dans ma bouche, ce con. Monte ton burger, il est grand. Il est pas fini encore. Regardez, la touche finale. Boum. D'où le chapeau? Non, c'est un cul, ça, c'est pas un chapeau. Non, mais prends celui-là est cramé. J'aime bien les cramer, moi. Oh, bon, après, fais ce que tu veux. Hein. T'as vu comme elle me brille? Incroyable! Tu vois, je me rappelle de mon dernier burger que j'avais fait en Roumanie pour attirer les ours. Bastien. En contexte. On vient de recevoir un petit message du Visa Center. Les visas sont prêts, donc... On y va. J'ai rien à dire de plus. Ouais, et ben c'est parti. Content. Une fois nos visas en poche, nous faisons quelques arrêts logistiques sur la route. Puis nous prenons la direction de la frontière, qui se trouve dans les montagnes du Grand Caucase. Et c'est sous une météo capricieuse que nous nous engageons sur ces routes de col, avec un sentiment d'excitation, mais aussi d'appréhension face à cette étape majeure de l'aventure. Car nous n'aurons que 3 jours pour traverser la Russie, le tout sans internet ni GPS, et avec beaucoup d'aléas et d'incertitudes. Mais ça, je te le raconterai dans le prochain épisode. Alors si tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner, car là encore, ça ne s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. Ouais, 7h30 pour passer. On a plus que 1000 km à faire en 48 heures. Il n'y a aucun panneau, aucune indication de route. C'est le GPS pour faire 1000 km en Russie. Ça fait 18 heures qu'on est sur la route. Tu deviens pas trop fou? De quoi? Kazakhstan, oui, à Kazakhstan, gros. Voilà. J'ai paniqué. Bien sûr, j'ai paniqué. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que cette aventure t'a plu. Et si jamais tu veux retrouver un peu plus mon quotidien sur les routes de la soie, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'y partage aussi pas mal d'astuces et de conseils sur le voyage et la vie en véhicule aménagé. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à commenter, liker, voire même à partager cette vidéo autour de toi. Ça m'aidera énormément. Et sur ce, moi je te dis à bientôt sur les routes de la soie.